Donc alors, vous m'aviez demandé pour l'année prochaine ce que j'avais prévu pour le moment, mais sachant que j'ai d'autres idées. Alors, donc j'ai eu Madame Bettencourt au téléphone pour l'art japonais, la culture japonaise. Vous savez, calligraphie, les jardins de sable, etc. Enfin, la culture japonaise qui est très très raffinée, les jardins japonais qui sont absolument magnifiques. Et puis donc toute l'histoire du Japon aussi, sa culture, donc qui viendra sûrement, ben alors là pour les dates je ne peux pas encore vous certifier vraiment. Ensuite, donc son ex-compagnon, Monsieur Merkel, qui est aussi au karaté, lui, qui va venir parler des samouraïs et des arts de vivre après la guerre. Donc ça peut être intéressant de savoir comment on passe de la barbarie à la civilisation. Donc voilà. Ensuite, un enquêteur privé de Vesoul, plus connu, enfin anciennement connu sous le nom des détectives privés, mais qu'on appelle aujourd'hui enquêteurs privés parce qu'ils interviennent dans l'administratif, dans les entreprises, ils interviennent partout. Ils font des recherches de commandes criminelles pour compléter des dossiers, etc. Donc il va venir parler de la vie étrange des enquêteurs privés, de leur mode de vie, de comment ils fonctionnent, par exemple quand ils font de l'espionnage industriel ou quand ils font vous savez, l'infidélité, c'est assez connu ça, ou toutes sortes d'affaires, comment ils travaillent avec la justice, etc. C'est la grande pancarte qui est à l'entrée de Vesoul? Oui, c'est ce monsieur, oui. Oui, c'est lui, c'est ce monsieur qui va venir. C'est un ancien militaire de carrière. Donc voilà, il va venir en parler. La gendarmerie nationale vient compléter le tableau avec la sécurité de vos biens et la sécurité des réseaux sur Internet, etc. Vous verrez que j'ai pu voir ces diaporamas, puisqu'on on a eu une petite réunion avec l'adjudant Marguel sur les travaux qu'ils font. C'est assez surprenant. Donc vous verrez que parfois, sécuriser ses biens peut prendre des tournures assez étranges. Donc le docteur Olivier Coheret fait toujours ces 3 conférences dont j'ai noté l'orthodexie, les troubles alimentaires, la sclérose en plaques et la fibromyalgie. Moi je m'occuperai du cerveau et rapport nutrition-cerveau, les intestins, etc., le fonctionnement du cerveau par rapport à notre alimentation. J'avais une question, est-ce que, puisque les progrès de la science le permettent aujourd'hui, est-ce que le sujet des EMI vous intéresse? Réanimation, expérience de mort imminente, ce que les gens peuvent ressentir ou vivre, parce que je pensais appeler le docteur Jourdan, qui est spécialiste en la matière, puis aussi le docteur Charbonnier, qui est le réanimateur assez connu en la matière. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Le docteur Morel vient le 22 mars parler de la phytothérapie et de son traité de phytothérapie, donc, qui fait partie de la chaire universitaire de Besançon. Donc le rapport au corps avec la médecine douce, les différents traitements possibles par rapport à l'allopathie traditionnelle, etc. C'est par les plantes, oui. Oui, vous avez une question? Non, non, c'est pas une question, mais il n'y a pas longtemps, sur Paris, une grosse boutique. Bon, c'était pas un médecin, et qui vendait donc des plantes. Ils l'ont fait fermer, hein, les pharmaciens. Ils l'ont eu. Le docteur Morel, bon, c'est un personnage. Hein. Donc pour l'attaquer, il faut déjà y aller. Mais bon. Après, clairement, c'était pas un médecin, mais un herboriste, voilà. Il vous dira c'est quoi. Elle avait plus de 100 ans, là, elle est herboriste. Alors, je finis très brièvement, puis après, je parle de vous directement. Donc, je pense que je vous dois une explication, et puis je n'ai absolument pas honte d'en parler, puisque depuis 2 ans, on vit des années quand même très noires en France. Pourquoi il n'y a pas eu de conférence en février et pourquoi, comment je n'ai pas pu assurer mon travail correctement? C'est très simple, j'ai vécu une douloureuse séparation il y a quelques mois. On peut dire que mon état de santé a mis du temps à remonter la pente, hein, donc il faut, voilà. Donc très dur, et l'année prochaine ça devrait aller, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez compter sur moi pour le cerveau et la nutrition. Et puis je voulais vous présenter, alors voyons, est-ce que j'ai fait le tour de toutes les petites notes que j'ai prises? Voilà, je voulais vous présenter M. Dimès, s'il veut bien me rejoindre, parce qu'il va intégrer le comité administratif de l'Université populaire et qui va beaucoup nous aider pour notamment les médias, le développement, se faire connaître, etc. Enfin, tout ce qu'il souhaite, on va dire, contribuer pour développer l'Université populaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un mot à dire sur la question. Non. Je vais donner un coup de main, oui. Pour essayer de faire connaître. Je ne sais pas encore par quel biais on va en discuter. Oui, on va en discuter. Voilà. Surtout, je pense. Donner un coup de main aussi pour préparer les salles et tout ça. Enfin, et puis peut-être les idées.
le comité administratif en règle générale. Donc c'est vrai que, comment dire, une personne de plus, c'est pas négligeable. J'ai reçu beaucoup d'aides cette année, notamment des dons. Ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau départemental, bon, les associations sont un peu abandonnées. Donc merci pour toute l'aide apportée. Et puis merci à M. Dimet qui nous apporte aussi son soutien physique et psychologique aussi, parce qu'on a besoin de réfléchir à plusieurs. Voilà. Et puis donc voilà, le docteur Olivier Coërette vient d'arriver. Et moi je vous ai tout dit, donc on va brancher l'ordinateur et puis on va pouvoir commencer. Et la grippe en ce moment. Non mais je vois des gens qui arrivent de voir des malades. Alors, le projecteur. Oui, tout est prêt. Il y a tout l'ordinateur à moi. Je crois que ça fait du bien. Je vais poser la question, mais ça fait. C'est parfait. Oui, je me suis fait une sacrée claque. C'est là qu'on voit. Ça appelle au public pour que ça marche. Voilà. Est-ce que vous voulez les enceintes? Pas du tout. Non, je ne sais pas. L'organe qui va. Et puis, peut-être pour la caméra, c'est plus à droite. J'ai là-bas? Oui. Juste pour la caméra, d'être dans le plan pour ceux qui ne peuvent pas visionner. Et puis c'est tout. Mais je ne suis pas peigné et tout. Je ne vais pas passer à la télé. J'ai essayé de faire plus gros que la dernière fois parce que je me suis fait disputer. C'était pas visible au fond. Ceux qui m'ont disputé se rappelleront. Alors, ok, donc on a comme sujet de l'université populaire la maladie de Parkinson à la demande des participants la dernière fois. C'est votre demande. À votre avis, c'est quoi cette illustration là? Ah, c'est pas moi qui vais bosser, hein, c'est vous alors. C'est l'attitude d'Arkinsonia. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit alors? Il se tient comme ça en avant. Ouais, penché en avant, très caractéristique. Hein. Ça, vous pouvez le reconnaître dans la rue. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Voilà. Et puis l'expression du visage, ah, pas très heureux. Hein. Voilà, donc c'est l'image qu'on peut en avoir. Donc on s'y retrouve, j'ai mis la date, hein. Parce qu'on a une telle production que sur le site, après, on a du mal à s'y retrouver. Donc c'est une maladie qui a été décrite par un médecin qui s'appelle James Parkinson en 1817. Pour autant, la même description, sur les mêmes symptômes, a été retrouvée dans la Bible, dans des papyrus égyptiens, enfin dans une multitude de livres historiques, sur l'attitude que je vous ai montrée juste avant, quoi, avec les tremblements. Donc c'est une maladie qui à ce moment-là a été classée neurologique, donc ça touche les nerfs, le système nerveux, chronique dégénérative, avec une perte progressive des neurones. C'est-à-dire les neurones à l'intérieur du cerveau disparaissent les uns après les autres. Ça affecte le système nerveux central, c'est dans la tête, central. Et ça donne des troubles moteurs, donc il y a deux sortes de troubles, les troubles sensitifs et les troubles moteurs, qui évoluent progressivement. C'est bon, au fond, vous voyez ce que j'ai écrit. Il fait 36, là. Donc ça va. Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est la définition qu'on va détailler par la suite. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cellules neuronales, des neurones. Tout le monde sait ce que c'est que les neurones, hein. C'est les petites cellules qui sont dans le cerveau. Dans une partie particulière du cerveau qui se nomme la substance noire, on l'appelle comme ça, parce que ça a une couleur noire, hein, qui se détruisent les unes après les autres. Donc les neurones se détruisent dans le cerveau, dans la partie du cerveau qu'on nomme la substance noire. C'est un endroit particulier où ces cellules se détruisent les unes après les autres, tout doucement, progressivement, ce qu'on a dit dans la diapo précédente. Ça évolue lentement, régulièrement. Alors ces cellules, à quoi elles servent? Qui sont dans la substance noire, elles servent à produire la dopamine.
Donc la dopamine, c'est un médiateur. Un médiateur, c'est un message chimique qui est destiné à permettre à deux cellules, les deux neurones, de communiquer entre elles. Elle les fait travailler ensemble, en fait. Donc, le médiateur, la dopamine, disparaît parce que ces substances qui sont chargées de le produire meurent, les unes après les autres. Et ce médiateur, qui fait le message entre les cellules du cerveau impliquées dans le contrôle du mouvement, n'est plus là et ne permet plus aux neurones de se connecter pour faire les mouvements. Donc là, on est vraiment dans la mécanique. Hein. Tous ceux qui ici font de la mécanique ont compris ce qui se passe. Donc les neurones, on en a beaucoup, on l'a déjà dit ici, mais ils ne sont utiles que s'ils travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on fait des exercices de mémoire, que vous avez appris des récitations à l'école, etc., hein, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, ils ont besoin de médiateurs. Donc, selon le rôle des uns et des autres, il y a des médiateurs différents, des neurones différents. Il se trouve que là, ce sont ceux qui sont chargés de faire le mouvement. C'est pour ça qu'on a des troubles moteurs. C'est des troubles sur le mouvement dans la maladie de Parkinson. Et donc la perte progressive des cellules qui produisent la dopamine fait que progressivement il y en a de moins en moins. Et donc ça donne les troubles de la maladie de Parkinson. Alors si je vous demande le trouble de la maladie de Parkinson, vous allez me dire quoi? Du tremblement. Hein. C'est pas forcément ça, mais ça existe. Donc ça donne des troubles moteurs comme le tremblement, des troubles psychologiques, les troubles du sommeil qui sont extrêmement importants et très caractéristiques, les troubles du sommeil, on va y revenir, et puis logiquement un état dépressif, parce que c'est pas très agréable d'être malade. Donc si on regarde le nombre de personnes atteintes, c'est à peu près 110 000 personnes en France, 110 000, 140 000 selon les études que l'on peut faire, et on estime entre 10 et 14 000 nouveaux cas chaque année. Donc c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qu'elle progresse tout le temps, c'est sa définition, donc ça progresse tout le temps, ça continue à se détruire, ça continue à se détruire, ça continue à se détruire, et pour l'instant elle est incurable au sens, incurable ça veut dire qu'on ne peut pas soigner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la dégradation progressive et la perte de ces cellules qui donnent la dopamine, et revenir à l'état d'avant, c'est ça que ça veut dire incurable. Ça ne veut pas dire qu'on ne la soigne pas, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable de revenir à l'état d'avant. Alors, il y a 3 symptômes moteurs principaux. Alors, on a dit c'est essentiellement des symptômes moteurs, donc la motricité, le fait de bouger. Il y a des troubles psychologiques après, des troubles du sommeil et de la dépression. Mais sur les 3 symptômes moteurs, est-ce que vous avez une idée de ce que peuvent être ces 3 symptômes moteurs? Je ne vais pas tout faire, hein, ça va vous travailler. La difficulté à marcher et à bouger les bras. Oui. Autrement? Des raideurs. Oui. Le déséquilibre. Oui, vous avez dit quelque chose d'autre tout à l'heure? Tremblement. Voilà, donc on a à peu près tout. Bravo. C'est bien, je sens que je ne vais rien faire, je vais m'asseoir. La Ça va douleur être bien. aussi. Là? La douleur. Ce n'est pas un trouble moteur, on y reviendra après. Donc le tremblement du Parkinson est caractéristique parce que c'est un tremblement qui survient à quel moment? Au repos. Ouais, c'est quand on ne fait rien. Donc en ce moment-là, vous ne bougez pas, c'est là où ça se met à trembler, quoi. C'est caractéristique parce qu'il y a d'autres sortes de tremblements qui arrivent quand vous voulez faire quelque chose. D'accord? C'est différent. Est-ce que tous les tremblements sont des tremblements qui sont d'origine parkinsonienne, à votre avis? Non, hein, il y a d'autres raisons de tremblement que celui-là. Alors, c'est le plus connu, hein, le tremblement. Si vous demandez Parkinson à n'importe qui dans la rue, il va vous dire tremblement. Pour autant, vous n'avez que 2 tiers des personnes atteintes qui tremblent. Et 1 tiers des personnes qui ont un Parkinson vrai qui ne tremblent pas. On dit un peu la main gauche, non plus que la main droite. Vous allez venir à ma place. Je suis gardée. On dit beaucoup de choses. Donc on va avancer. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est la lenteur des mouvements, vous l'avez dit hein, quand je vous ai demandé là. Notamment l'altération de tout ce qui se fait automatiquement. Donc il y a plein de choses où on ne réfléchit pas, on ne décide pas de le faire. Donc, par exemple si je me balade là, moi je ne réfléchis pas à ce que font mes pieds. À aucun moment. Quand vous croisez quelqu'un, vous allez lui sourire, vous n'allez pas dire tiens je vais me mettre à sourire, je vais faire agir ce muscle-là, celui-là, celui-là. Non. Vous croisez quelqu'un, vous êtes content de le voir, vous souriez. Donc ça, c'est des trucs automatiques. Et on perd, dans la maladie de Parkinson, ces mouvements automatiques. C'est pour ça que dans le dessin du début, il y avait cette
position un peu particulière, et puis le visage qui était fermé. Donc nous, on a toujours des noms compliqués pour les choses simples, hein, donc on appelle ça kinésie, c'est-à-dire pas de mouvement. Ne retenez pas, ça c'est pas intéressant. Ça c'est quand on se la pète, quand on dit des trucs comme ça. Alors, et donc le troisième symptôme, hein, le premier tremblement, le deuxième les mouvements, et le troisième c'est la raideur. Alors cette raideur est extrêmement importante, c'est très important, parce que c'est ce qui gêne le plus les personnes. Donc on devient très raide parce que les muscles sont contractés. Ils sont contractés et le dos est bloqué notamment. C'est pour ça qu'à certains moments, quand vous avez un Parkinson, si vous tombez, vous n'arrivez plus à vous relever, quoi. Parce que c'est pas possible, ça ne marche plus, c'est tout raide, quoi. Et quand on relève quelqu'un avec Parkinson, qui est tombé par terre, on le relève d'un bloc. Alors, on l'a dit au début, hein, il y a avec cette maladie des troubles psychiques qui ont trait à la dégradation progressive de la zone de l'encéphale dans laquelle se passe le trouble. Pourquoi vous avez dit, excusez-moi de vous couper, pourquoi vous Allez-y, dites apparente, apparente, ça, une raideur apparente. Ça veut dire réel, j'aurais peut-être dû mettre réel. Ça ne veut pas dire apparent au sens où on a l'impression, non, ça veut dire réel, quoi, une vraie raideur. Si vous touchez d'ailleurs, vous sentez que c'est dur. Hein. Et je vous dis, quand quelqu'un tombe, vous le relevez, vous le relevez droit. Il ne peut plus bouger, comme un morceau de bois. Ouais. Si vous y en a qui connaissent. Et on n'y peut rien. Hein. C'est parce qu'il n'y a plus les médiateurs pour que les muscles puissent bouger les uns par rapport aux autres. Et donc il y a des troubles psychiques qui accompagnent cette dégénération progressive du cerveau, qui sont liés à la maladie elle-même. Après, il y a de la dépression qui est liée aux conséquences de la maladie. Mais là, c'est lié à la maladie elle-même. Alors, donc dans la substance noire, on perd les cellules qui fabriquent la dopamine, qui est le médiateur impliqué dans le contrôle des mouvements. Et donc, ce qu'il faut comprendre, je vous le remets là parce que c'est pour recomprendre ce qui se passe juste après, c'est parce que, en fait, il faut qu'il y en ait une certaine quantité qui a été abîmée pour qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que vous avez la maladie, elle va évoluer, on estime à 5-10 ans, il ne se passe rien, vous ne voyez rien, mais la dégradation se produit. Et il faut qu'il y ait 70% des neurones qui soient détruits pour qu'on commence à avoir des signes. Vous êtes malade, vous avez une phase, ce que nous on appelle une phase infraclinique, c'est-à-dire où elle n'a pas de clinique, elle évolue, les neurones se détruisent, mais vous ne voyez toujours rien. Et donc, il faut avoir 70% pour qu'on le voit. C'est beaucoup, hein. Ça veut dire aussi qu'il y a déjà beaucoup de dégâts au moment où on s'en rend compte. Donc sur les exercices thérapeutiques, c'est important. Alors, tuberculophagus et locus coeruleus, on s'en fout, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines zones qui sont tapées en première, et donc on va avoir des troubles de l'olfaction, c'est-à-dire du goût, enfin des odeurs, quoi, et du sommeil, avec des agitations nocturnes et de cauchemars qui seront toutes seules. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va faire des cauchemars, et qui va se plaindre d'avoir des troubles des odeurs, et qui dans les cauchemars, par exemple, va blesser son conjoint ou sa conjointe, quoi, ou le foutre par terre. C'est des trucs que vous ne maîtrisez pas, vous n'y pouvez rien, quoi. Mais c'est déjà le début de la maladie, alors que les troubles moteurs, eux, ne sont pas encore apparus parce qu'il n'y a pas eu assez de neurones détruits. Donc c'est pour ça que depuis le début, je vous dis que c'est une maladie d'évolution progressive et qui continue à dégénérer progressivement. C'est les odeurs, c'est pas le goût. Les odeurs. Le goût aussi. Surtout les odeurs. Tout au début. Mais bon, il faut rechercher après pour le retrouver parce qu'au bout d'un moment, toutes les fonctions sont atteintes. Donc on a dit qu'on commençait par olfaction et puis sommeil. Et puis à mesure qu'on avance, surtout dans la partie haut du tronc cérébral qui est juste là, on va commencer à avoir les signes caractéristiques de la maladie, c'est-à-dire le tremblement ou la raideur ou un autre signe. Et puis, alors, on dit plusieurs décennies, selon les descriptions, on a beaucoup de différences entre les durées d'évolution, parce que c'est très très différent d'une personne à l'autre, et notamment de notre capacité à le voir et à le suivre.
On est toujours en retard sur ce genre de choses, quoi. Et donc, je reviendrai après sur les âges et les durées. Pourquoi j'en ai laissé autant là? Vous n'allez pas voir mon fond, là, je vais me faire assassiner. Là. Si, ça va? J'ai peur, là. Alors, les troubles du sommeil paradoxal, c'est un moment particulier du sommeil, il entraîne des mouvements violents, donc des blessures chez le conjoint ou la conjointe, qui apparaissent en moyenne 13 ans avant les premiers symptômes moteurs. C'est une moyenne, parce que ça peut être 5 ou ça peut être 20, donc bon, on sait que ça apparaît avant. Le déficit d'olfaction aussi était présent. Ce qui est difficile, c'est que ce sont tous des signes qu'on peut prendre pour des signes normaux du vieillissement en fonction de l'âge. Et donc on peut très bien passer à côté, on passe tout le temps à côté de toute façon. Alors on a essayé d'utiliser les troubles olfactifs comme facteur prédictif de la maladie, mais ça n'a pas marché. On a essayé, parce qu'on essaye de trouver des choses qui nous permettent de trouver en avance pourquoi on est malade, quoi. Alors, il y a un autre symptôme qu'on retrouve souvent, qui est la fatigue. Donc là, on a beaucoup d'hypothèses dans tout ce que je vous dis ce soir. Donc on pense que c'est une des zones qui est atteinte qui provoque ça, quoi. Donc fatigue. Bon, par contre, les gens qui sont malades, ils décrivent ce genre de symptômes. Et on n'a pas d'explication lorsqu'ils sont atteints. Je comprends mieux ce que j'ai oublié. Alors après, on a un symptôme étonnant qui est la constipation, qu'on n'a jamais trop su expliquer, qui est constante chez les personnes dans le Parkinson. Alors on peut faire toutes les théories qu'on veut, on n'a jamais trop su en vrai pourquoi c'était fait, mais c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment et qui est difficile à traiter. Alors on a essayé aussi d'en faire un signe précurseur de la maladie, sauf que la constipation c'est quand même beaucoup de gens, donc pour dire que parce que vous êtes constipé vous allez développer cette maladie, c'est un peu limite, quoi. On cherche toujours des éléments qui nous permettent de pouvoir prédire les choses assez longtemps à l'avance, quoi. Alors de la même façon qu'on dit que c'est plutôt la main gauche, il y a toutes sortes de choses qui sont dites sur le Parkinson, mais on s'est décrit depuis les Égyptiens, donc ça fait longtemps quand même. Donc il y a toutes sortes de descriptions faites, donc on dit qu'il y a une personnalité parkinsonienne, mais dès qu'on dit ça, il y a une multitude d'exceptions, qui seraient caractérisées par une forme de rigidité psychologique qui annoncerait la rigidité motrice, c'est clair là? C'est-à-dire que c'est des gens qui seraient déjà psychorigides, qui après deviendraient, bon, on voit bien que derrière ça, il y a une espèce de stigmatisation, parce que dans des maladies comme ça qui frappent beaucoup de gens, notamment quand on avance dans l'âge, il y a toujours une approche un peu de jugement par rapport aux gens. S'il dit qu'il est fatigué, c'est parce qu'il ne se bouge pas assez, c'est salé, vous voyez, il ne bouge pas, il a des mouvements lents, etc. Mais il pourrait se bouger quand même, il pourrait faire la vaisselle, quoi. Non, vous voyez, c'est important, c'est pour ça que les séances qu'on fait là sont extrêmement importantes pour tout le monde, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne décide pas. Quand on a un sommeil dans lequel on fait des mouvements anormaux puis qu'on tape sur son conjoint ou sa conjointe, c'est pas de la méchanceté, quoi. On n'y peut rien à cet élément-là. Et donc il faut savoir faire preuve d'humanité par rapport à ça et pas de jugement hâtif. Mais bon, des fois c'est vrai quand même. Des fois on a été énervé dans la journée et puis le soir, d'accord? Il ne faut pas être systématique, il faut surtout pas de jugement, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous comprenez bien ce que je viens de vous expliquer, celui qui a ça, il ne maîtrise rien, quoi, il le subit. Il le subit. Donc voilà, j'ai laissé cette description justement à cause de ça, parce qu'il y en a plein, une description où on dit en gros, c'est des gens qui se laissent aller, qui ne sont pas courageux, etc. Bon, il faut passer à autre chose, quoi. Alors, si on regarde ce qui se passe dans le monde, je vous ai remis la carte de la présence du Parkinson dans le monde. Les zones jaunes, c'est les zones où il y en a le moins. Les zones, oui, jaunes, c'est jaune ça. Rien du tout. J'aurais dû mettre plus gros parce que c'est moi qui vois rien. Les zones un peu grisées, il y en a un peu plus. Les zones comme ça, qui sont les zones des pays occidentaux, sont celles où il y en a le plus. Et là, les zones rouges sont celles où il y en a vraiment beaucoup plus. Et bon, ça c'est du constat. Dans ces éléments, il faut toujours avoir en tête, ici, quand on en parle, moi je vous donne toujours des trucs sur le monde, parce qu'il faut savoir ce qui se passe ailleurs, mais pour autant les systèmes de santé ne sont pas développés pareil, donc la capacité de détecter les gens
n'est pas la même, et puis les espérances de vie ne sont pas les mêmes. Donc si vous mourrez de la guerre en ce moment au Moyen-Orient, vous n'avez pas le temps de développer un Parkinson. On meurt très jeune. Quoi. Mais il faut voir que c'est quand même un problème mondial. C'est la seconde maladie neurodégénérative. Après la maladie d'Alzheimer, on a vu la dernière séance, la maladie d'Alzheimer, c'était massif comme problème au niveau mondial. Et donc la seconde maladie, en termes de chiffres, c'est la maladie de Parkinson. Là, trop petit. Trop petit. Ah, purée. Il faut voir le livre. J'aurais dû faire deux diapos. Donc là, dans l'épidémiologie, on a toujours deux chiffres, la prévalence et l'incidence. Là, on ne s'appelle pas, c'est des mathématiques, donc ça c'est important. Donc la prévalence, c'est le nombre de cas qui existent dans la population. C'est le nombre de personnes malades aujourd'hui, c'est la prévalence. L'incidence, qu'on verra après, c'est le nombre de nouveaux cas chaque année. Donc c'est important ces deux chiffres, et si on peut retenir ce fonctionnement, c'est bien. Donc dans les pays occidentaux, c'est à peu près 0,3% de la population générale. 0,3%. Vous voyez que c'est beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Et donc ça augmente avec l'âge. Je reviendrai après sur les tranches d'âge et les chiffres, hein, mais là c'est une série d'études qui avaient calé ça. Donc 1% des plus de 60 ans, 1% des plus de 60 ans a la maladie de Parkinson, qu'elle soit diagnostiquée ou pas. On est à 2% pour les plus de 70 et on arrive à 4% pour les plus de 80. Il y a des places assises, madame, devant. Pardon? Il y a une chaise devant. Attendez, je vais vous la porter, la chaise. Je vous la porte. Donc 4% chez les plus de 80. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des chiffres importants. Hein. Ouais. Moins important qu'Alzheimer la dernière fois, mais quand même, ça reste quand même quelque chose de significatif. Et surtout avec cette progression dans l'âge régulière. Alors l'âge moyen d'apparition, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était à 60. Pour autant, cet âge moyen est en train de descendre très vite. Très vite, hein. Pour arriver à 50, et on va arriver à 45 dans pas longtemps. 45. Un peu comme Alzheimer, hein, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on descendait comme ça. Donc les descriptions qu'on fait en 2015, qui vont être sur les chiffres jusqu'en 2010-2012, à mesure qu'on avance, les choses changent, quoi. Hein. Les choses changent. À la fois sur l'âge moyen d'apparition, mais aussi sur les durées d'évolution des différents stades. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça bouge un peu. Et puis, sur le nombre de malades présents dans la population à un moment donné. Alors on dit que ce serait moins fréquent chez les personnes africaines et asiatiques. Bon, ils n'ont aussi pas les mêmes systèmes de santé, ils ne recrutent pas pareil, ils ne font pas les mêmes diagnostics que nous, parce qu'ils ont moins de moyens pour ça. Donc ça on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie d'homme, quoi. C'est une maladie d'homme, plus que de femmes. Ah bon? Ouais. Ça c'est sûr. Bah, il y a plus d'hommes. Et nous, on a quand même beaucoup de... Même aujourd'hui, le 8 mars, c'est dur la vie pour nous. Donc, il faut être gentil avec nous. Il faut être gentil avec nous. Si vous voulez, je vous l'écrirai. On n'a pas un tableau pour que je puisse l'écrire. Je vais l'écrire. Il faut être gentil avec les hommes, mais beaucoup les chouchouter. Alors, on a vu prévalence tout à l'heure. Vous vous rappelez ce que c'est, prévalence? Prévalence? Le nombre de personnes malades à un moment donné. Voilà. Donc c'est juste aux mathématiques qui valent pour tout le monde, hein, pour toutes les situations, donc c'est important de s'en rappeler. Par rapport à l'incidence qui, elle, Le nombre de nouveaux cas. c'est les nouveaux, ceux de l'année. D'accord? Donc la prévalence vous dit combien il y a de gens malades, et l'incidence vous dit combien il y en rentre. Et quand l'incidence bouge, ça nous permet de savoir que c'est une maladie qui progresse ou une maladie qui régresse. Donc on est à peu près 100-140 000 nouveaux malades par an. Il faut voir que c'est une cause, c'est la deuxième cause de handicap moteur majeur chez les sujets âgés après les AVC. C'est que les AVC, c'est une raison majeure de se retrouver en dépendance chez les personnes âgées. Et la deuxième cause, c'est
Comment c'est le Parkinson, parce qu'à mesure qu'il évolue, on a de plus en plus de mal à bouger, à se débrouiller tout seul. Donc c'est un phénomène extrêmement important dans la société. C'est une notion que vous aviez, ça? Mais ce qui me semble par rapport à Alzheimer, c'est que les personnes qui auraient Parkinson, il me semble qu'elles restent plus, Oui. qu'elles auraient plus de mémoire. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est des personnes qui sont conscientes de leur état. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de dépression. Oui, parce qu'ils ne sont pas de marrant en vivre quand même. Oui, on a beaucoup de dépression vraie, quoi. Je vous ai dit la dernière fois sur Alzheimer, on est toujours en balance entre deux pour l'histoire de la dépression, pas sûr, mais là il n'y a pas photo. Pour celui qui a un Parkinson, c'est quand même très difficile à vivre. On garde sa tête, hein. On garde sa tête. Donc, comme on a vu tout à l'heure que c'est une maladie qui évolue tout le temps, donc la dopamine disparaît, la dopamine disparaît, la dopamine disparaît, puis les signes apparaissent. Donc, c'est une maladie dont la prévalence augmente logiquement avec l'âge. Donc, je vous ai remis là, parce que il faut vraiment que ces chiffres restent, hein. 1% à 60 ans, 2% à 70, 4% à 80. C'est beaucoup, hein, 4%. Là, on est presque 100 ici, hein. Donc, on est quoi, on est 60, hein, donc, oui, à peu près, oui. Donc, vous voyez, ça veut dire que tout de suite, vous avez... voilà. Alors, je reviendrai sur le traitement après, mais ce qui est intéressant, parce que pour vous, ce qui est intéressant, c'est que soit vous connaissez cette maladie de près, soit vous voyez quelqu'un qui est susceptible de l'avoir. Donc, comment ça se présente? Donc, on a vu au début le dessin de la personne typique, une description des différents tremblements qui peuvent exister, etc. Et quand on met en route les traitements, on voit arriver des symptômes différents. Il faut aussi savoir reconnaître. Ils sont dus à l'influence des traitements. Alors ce n'est pas des effets secondaires des traitements, parce que là c'est en train de revenir dans l'actualité. Madame Frachon qui s'excite là, quand il vendre un livre. Mais c'est dans l'actu, c'était hier, donc vous allez commencer à le voir. Là, on n'est pas dans des effets secondaires des médicaments, on est simplement que, comme on agit sur un déficit, sur un truc qui ne marche plus au niveau moteur, on arrive à faire des choses, mais pas complètement, quoi. Et donc, on a des mouvements anormaux, on appelle ça dyskinésie, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours des mots compliqués pour se la répéter un peu, mais c'est des mouvements qui, en relation sociale, sont extrêmement importants et perturbants, quoi, hein. C'est des grimaces, c'est la langue qui sort, c'est la tête qui tourne dans tous les sens, c'est des tas de mouvements inhabituels, quoi. Inhabituels. C'est pas quelqu'un qui sort la langue et qui bouge la tête, c'est pas quelqu'un qui est en train de vous tirer la langue, etc. C'est quelqu'un qui ne choisit pas de faire ça. C'est quelque chose qui n'est pas voulu. Ça, Sarkozy le fait tout le temps, mais... Il est atteint. Je ne sais pas s'il y a un Parkinson, mais on saura dans 10 ans. Avec attendre. Vous avez remarqué qu'il fait toujours comme ça? Oui. Enroulement du bras ou de la jambe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bouge les bras, les jambes dans tous les sens, quoi. Au lieu de les laisser comme ça, on les met dans tous les sens, quoi. Les gens qui font comme ça, c'est pas... Mais c'est pas choisi, c'est pas volontaire, quoi. Il faut vraiment l'avoir en tête, hein, cet élément-là, parce que le regard que les gens non malades peuvent avoir sur un malade, c'est important. On doit avoir de l'humanité pour les gens qui sont malades. On a de la chance quand on n'est pas malade. Donc on doit regarder les gens, pas en se disant ils sont ravagés, quoi. D'accord? Oui, ça arrive que les personnes qui font de la dépression, ils font des grimaces comme ça. Hein. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit Ah, j'ai peut-être une question. Est-ce que c'est dû en relation avec le déficit dopaminergique que vous avez évoqué tout à l'heure? Oui. La dépression et Parkinson. Mais ça, on n'est pas sûr. Donc, dans la dépression, on décrit un déficit dopaminergique et on donne des médicaments pour le corriger. Il y a toutes des classes de médicaments qui sont destinés à le corriger. On est vraiment sûr de rien. Hein. Si on en repose dans 10-15 ans, ce sera moins affirmatif. Mais ça vaut pour tous les éléments dans la santé. Hein. Donc, toujours est-il, il faut retenir, ça c'est important, que c'est pas voulu, quoi. C'est pas volontaire. Et que nous, celui qui n'est pas malade, il doit faire preuve d'humanité par rapport à celui qui est malade. Et comprendre que bah, c'est pas quelque chose qui a été décidé. Donc on est à 70-80% des cellules qui produisaient de la dopamine, qui n'en produisent plus au moment où le diagnostic est prononcé.
Il y a souvent un retard au diagnostic, hein, les médecins ne sont pas très bons là-dessus. Je sais, j'en fais partie. Parce qu'il n'y a rien de vraiment caractéristique, et puis en plus, c'est pas quelque chose qu'on a envie de dire aux gens. Alors, le traitement de base, c'est la dopamine, en fait. Hein, c'est un médicament qui remplace la dopamine à l'intérieur de l'organisme. C'est chimique ou c'est fait à partir d'une Chimique. plante? Chimique. Comment, une rince, là, quel nom? Ça, c'est autre chose. C'est un autre type de traitement. Mais avec dopa, non, c'est chimique. Ça. Enfin bon, de plus en plus, on dresse des bactéries ou des organismes à fabriquer pour nous les médicaments dont on a besoin. Mais non, c'est chimique. Et c'est pas tout à fait la même chose que la dopamine. Pardon. Je vois un truc, moi, je bouge. C'est pas tout à fait la même chose que la dopamine. Hein. C'est un peu comme le lait maternel, c'est pas la même chose que le lait maternel, même si c'est très proche. Donc ça ne pallie pas complètement au manque de dopamine. Pas complètement. Mais l'idée, c'est comme on produit, comme il y a des cellules qui produisent de la dopamine, qui n'en produisent plus et que ça donne des troubles, on va redonner de la dopamine pour que les troubles s'arrêtent. Tous ceux qui connaissent quelqu'un qui a un Parkinson savent que ça ne s'arrête pas complètement. Quoi. Par contre, comme on est sur 70-80, il suffit de ramener une partie de dopamine pour redescendre à l'équivalent de 50% par exemple, et puis avoir beaucoup moins de signes. Donc on a toujours au début du traitement, une fois que le diagnostic est fait, une phase qui peut durer 5, 10, 15 ans, ça dépend des gens, où la vie est quasi normale. Et on a un traitement à prendre, et quelques mouvements, mais la vie est à peu près normale. Alors nous, comme on est toujours délicat dans ce genre de truc, on appelle ça la lune de miel. Je trouve que c'est pas très délicat. Mais après, Oui. apparemment, c'est pas efficace tout le temps? Non, il y a des gens qui ne répondent pas. De toute façon, la dopamine n'est pas exactement de la dopamine. Hein. Donc ça améliore, pas suffisamment. Et après, l'autre sujet sur le traitement, je ne sais plus si je l'ai mis après, c'est qu'il y a des gens qui ne répondent pas. Bon, ils ne répondent pas, on n'a pas de chance. Et puis, il y a des gens qui ne le supportent pas. Donc on est obligé de donner un médicament pour qu'ils le supportent. D'accord? Ou alors, il y a certains médicaments qu'on donne maintenant qui font que des non-répondeurs à la dopage deviennent répondeurs. Et que l'équilibre entre tous ces médicaments est compliqué, sachant qu'ils ont quand même beaucoup d'effets secondaires. Ils ne sont pas bien supportés par tout le monde. Hein. Faut pas hésiter à m'arrêter. Hein. Donc, c'est une maladie incurable, je vous l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la guérir et revenir à la situation d'avant. Il n'y a pas de médicament qui ralentisse ou qui arrête la progression de la maladie. On donne quelque chose qui va compenser le manque. On a un manque, parce qu'il n'y a plus de dopamine à l'intérieur du cerveau. Donc on en redonne. On essaye de compenser les effets négatifs de ce manque, les deux entrées du traitement. Par contre, on ne sait pas arrêter la progression de cette maladie, qui est constante. Alors on s'est lancé dans la neurochirurgie. Il y a plusieurs techniques nouvelles là, qui sont apparues, qui ont amélioré certains malades. Hein. Mais pas beaucoup, quoi, mais certains malades. Il y a plusieurs techniques qui ont été ouvertes, notamment l'idée de mettre dans le cerveau des électrodes avec un boîtier pour stimuler certaines zones du cerveau. On fait ça aussi dans le diabète, hein, pour stimuler les zones qui dirigent la production d'insuline, pour pousser les cellules qui ne produisent pas beaucoup à se mettre à reproduire à nouveau de la dopamine. Il y a des gens qui ont bien répondu, mais ceux qui ont été décrits, qui ont bien répondu, c'est des séries de 10 malades, 20 malades, par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, il n'y avait pas fait de... Il y a quelques techniques qui sont tentées aujourd'hui un peu dans tous les sens, qui s'adressent qu'à très peu de gens et qui ne fonctionnent pas de façon satisfaisante. C'est comme les pacemakers au niveau du cœur? Oui, si on veut, c'est le même système. Pacemaker, c'est un boîtier électrique qui soit envoie tout le temps des décharges électriques, soit envoie quand il se rend compte qu'il y en a besoin. C'est une décharge électrique aussi. Ce n'est pas la même taille de décharge, c'est pareil. Mais c'est comme pour ceux qui ont des douleurs chroniques et qui ont des électrostimulateurs, des électrodes, qui envoient des petites décharges électriques, c'est le même principe. Je veux dire, l'opération n'est enfin, c'est pas trop lourd, quoi, comme opération. Mais on va dans le cerveau quand même. Hein. Donc on va dans le cerveau. La dame, elle a l'expérience. Oui.
Je n'ai pas entendu. La dame, Elle s'est déjà fait opérer comme ça. Oui. Dites-moi, madame. Dites-nous, madame. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout si Non, vous voulez non, elle ne témoigner? peut pas, non, Ah elle non, peut vous pas. pouvez pas. Non, elle peut pas. D'accord, vous pouvez pas, je comprends. Vous êtes mieux avec ça? Oui, vous aussi. Oui? Vous voulez témoigner aussi? Vous pouvez, hein. C'est le but. Hein. Oui, bah, vous pouvez, si vous le Il souhaitez, y a un autre si vous monsieur qui a pouvez. été opéré là. Si vous pouvez vous lever, c'est mieux pour que tout le monde vous entende. Je suis timide. Ah, d'accord. C'est moi aussi, monsieur. Hein. Il dit qu'il est timide, je dis moi aussi. c'est bien. Donc on a deux petits trous là. Donc le monsieur il explique qu'il y a eu 2 petits trous. Bon, sur 10 mm de diamètre. Il y a un trépan. Un trépan, oui, enfin un trou, oui. Donc il y a Perceuse, des quoi. électrodes dans l'interne du cerveau. Et puis il stimule avec une pile. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est un électrostimulateur. Le sujet, c'est que on s'adresse à des personnes qui ont des difficultés par ailleurs. Donc faire des interventions neurochirurgicales sur des personnes qui ont des difficultés par ailleurs, notamment à se mouvoir, etc. C'est toujours délicat. Donc la sélection est rigoureuse pour être acceptée. Hein. Très long. Ouais. Vous avez mis combien de temps pour être accepté, monsieur? Je suis malade depuis 46 ans. J'avais 46 ans. Ouais. Donc j'ai été opéré l'année dernière au mois d'octobre. Ouais. Non, mais je parle du processus pour être retenu, il faut plusieurs années hein, par l'équipe chirurgicale. Vous allez la voir. Vous avez mis depuis l'âge de 46 ans, vous avez mis combien de temps pour être opéré? Non, mais il a dit 10 ans. 10 ans, oui. Oui. Ça fait 10 ans. 10 ans quand même. Donc il y a une sélection rigoureuse, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Alors bon, c'est une technique palliative, hein, au sens où ça stimule pour produire un peu. Donc c'est pas une technique curative. Palliative, ça veut dire qu'on essaye de corriger. Curative, ça veut dire qu'on guérit et on passe à autre chose. Faut pas hésiter à me couper, hein, surtout si je dis des conneries. C'est bien, on est là pour ça. Hein. C'est populaire ici. Excusez-moi, on intervient comme monsieur et madame. Comme vous voulez. Comment? À quel moment dans la maladie on intervient quand au service? Alors on dit qu'il faut... Allez-y, madame. Moi, j'ai eu mal en 2002, je t'ai parlé en 2012. 10 ans. Les mouvements sont plus gérables et tout ça, vous intervenez? C'est pas tout le monde qui est opérable. De toute façon, il faut déjà éviter, il faut être actif à l'hélidopa, tout le monde ne peut pas être opéré. Il y a 5 à 10% seulement des gens qui sont opérables. Ah oui. Il y a 70% de médicaments en moins. 70% en moins. C'est énorme. Donc, C'est énorme. pour répondre complètement à votre question, il faut déjà avoir eu un traitement, parce qu'on ne se lance pas là-dedans. Il faut être répondeur par répondeur au traitement. Donc le traitement, c'est la L-Dopa. On peut mettre un autre médicament pour renforcer le rôle de la L-Dopa qui lui permet de devenir active alors qu'elle n'y était pas. Bon, ça va être toujours, c'est très long à équilibrer ce genre de traitement. Ou alors on met des traitements pour que la L-Dopa devienne supportable. Et une fois qu'on a l'ensemble de cette vision, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment améliorés avec ça, mais qui ont assez de ressources pour pouvoir avoir une intervention et qui en ont envie, qui le réclament, parce qu'il faut le réclamer. C'est un chemin quoi, qui est difficile, quand les gens ont envie d'être améliorés. Et donc voilà, au bout, on donne ça, et effectivement, soit on a une amélioration franche, comme vous nous avez dit, ou pour un monsieur, il nous dit que lui, il a besoin de beaucoup moins de L-Dopa. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une maladie, donc vous avez la description est quand même pas hyper linéaire, hein, je ne vous dis pas, première année il se passe ça, deuxième année ça, troisième. Ça dépend des gens, les réactions au traitement dépendent des gens, l'évolution après continue à dépendre de chaque personne, donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Il ne faut pas hésiter à intervenir, hein. On est tout oui pour vous. Parce que si quelqu'un, comme on dit, régime équilibré, du sport, des trucs, est-ce qu'il peut y avoir des phases de stabilisation de cette maladie-là? À mon avis, c'est lié à la maladie elle-même, à son processus. C'est pas lié à ces éléments-là. On va y revenir après sur certains de ces trucs. Mais ça, c'est la stigmatisation. Hein. C'est dire aux gens,
Il faut déjà maigrir, déjà, pour commencer, on dit à tout le monde. Tout le monde nous donne comme objectif de me ressembler, quoi, pour être bien parfait. Mais ça ne suffit pas, quoi. On dit, il ne faut pas fumer, il faut ci, il faut ça. Il faut vraiment entendre que ce sont des processus de stigmatisation. D'accord? Quand on est malade, on ne choisit pas d'être malade, quoi. Et une fois qu'on a un processus qui se développe, il ne faut pas regarder les gens en disant ils n'ont qu'à faire des efforts, ça va aller mieux. Il faut être... Si quand même, si vous buvez un litre de whisky tous les soirs, je veux dire, vous allez développer des problèmes hépatiques, quoi. Mais ça, non, mais ça, on est dans l'addiction, c'est autre chose. Là. Oui. On est dans l'excès, quoi. Oui. Mais évidemment, dans l'excès, c'est pas bon. On va revenir sur les facteurs favorisants. Mais il ne suffit pas de dire on va mener une vie saine et équilibrée pour éviter la maladie. C'est de la stigmatisation. C'est important de comprendre que c'est de la stigmatisation. Ça revient à dire c'est l'autre qui est la cause de son problème, quoi. Alors qu'on doit tous faire preuve d'humanité, quoi. Alors le pronostic, parce qu'à un moment il faut bien parler de ça. Le risque de mortalité est doublé par rapport à une population non parkinsonienne. La cause la plus fréquente étant les infections pulmonaires. Les chutes sont aussi une complication fréquente. Hein, chute, fracture, entrée dans la dépendance, 6 mois, 6 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit au moment d'Alzheimer, on vit 5, 10, 15, 20 ans de plus qu'il y a quelques décennies. On vit plus longtemps. Cette vie plus longue n'est pas une vie malade. D'accord? Ce n'est pas une prolongation de la dépendance. C'est une prolongation de la vie où ça se passe bien. Pour presque tout le monde. Hein? D'accord? Statistiquement, presque tout le monde. Simplement, la phase de fin, qui est décalée, 5, 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, quand elle survient, une fois sur deux, l'entrée dans la dépendance, ça vient d'une chute, hein? Une fois sur deux quand même, hein? C'est une norme. Hein? À ce moment-là, le processus de fin se met en route, et la phase de dépendance, elle est toujours là, elle est à peu près pareille, mais décalée dans le temps, et elle aboutit au décès des gens. Et pour ceux qui ont un Parkinson, en fait, elle survient statistiquement. Alors, c'est statistique, hein, ça ne veut rien dire statistique par rapport à un individu. Donc, il faut bien qu'on donne des exemples. Statistiquement, on a toute la phase infraclinique où on ne voit rien. On a la phase de début qui dure 5, 10, 15 ans, où avec le traitement, les choses sont à peu près équilibrées. Après, on a une phase de complication, ça ne va vraiment pas. Et puis, la phase de fin qui aboutit au décès est reculée de 3 à 5 ans par rapport à la population normale. Voilà, pour faire schématique. Plus que ça? Non. Alors après, il y a des gens qui ont Parkinson, qui meurent plus tôt parce qu'ils ont une complication ou autre. Mais statistiquement, si on prend l'ensemble des 10 à 14 000 nouveaux par an et qu'on regarde comment ils évoluent, c'est à peu près ça. Et pourquoi les infections pulmonaires? Ils ont raide. Ah oui. Ils ont raide, ils ne peuvent plus expectorer. Ah oui, d'accord. Ça sort pas. J'ai dit une bêtise, monsieur? Non, il faut me dire. Hein. Je suis à l'écoute. Chacun s'exprime ici. Hein. Donc chute, hein, j'y reviens à chaque fois parce que ça c'est fondamental. Hein. Donc quand on évolue dans la vie, ben, on est plutôt pas trop mal, mais même avec des maladies chroniques, on arrive à tenir l'affaire. Puis il y a un moment où se fait ce qu'on appelle l'entrée dans la dépendance. À la fin, quand ça se dégrade, qu'on se retrouve sur un lit avec une fracture du col du fémur ou des choses comme ça, et qu'on ne peut plus remonter. Et une fois sur deux, l'entrée dans la dépendance, c'est une chute. Une fois sur deux. Hein. Une chute à domicile. Hein. Les chutes, c'est quoi? C'est les vertiges, les oreilles, c'est les troubles de la vision, d'accord? C'est les dénutritions, parce que les dénutritions sont très fréquentes à cet âge-là. Donc on ne mange pas assez bien, plus assez de muscles. Voilà. Donc on se lève la nuit, on ne voit pas bien, on a un peu de vertige, on n'a pas vraiment de force, puis on a laissé les tapis. On a laissé les tapis. Et hop, on passe la figure et on bascule dans le problème. Et celui qui fait une chute, juste un coup, je ne sais plus, 65. Celui qui fait une chute après 65 ans a 80% de refaire une chute beaucoup plus grave juste après. Ah oui. Donc quand vous avez une chute, c'est quelqu'un qui tombe chez lui la nuit, etc. Vous en avez tous entendu parler, hein, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il ou elle vous dit? Il dit, je me suis pris les pieds dans le tapis. Quand vous regardez, des fois, il n'y a même pas de tapis. Hein. Il y a un déni, tout de suite. Il y a un déni, d'accord? Mais ces gens-là, il faut tout de suite avoir une alerte et se dire, il y a des choses à faire. Quoi, hein. Parce que le risque de refaire une chute plus grave est important. Et après, pof, on rentre dans la dépendance. Et là, c'est fini. Hein.
Enfin, c'est fini, on est dans le palliatif complet, là, on n'arrive plus à revenir en arrière. Donc on peut faire beaucoup de choses pour améliorer la situation, dans la population générale, mais aussi dans cette population, parce qu'il faut faire la prévention des chutes. Il y a toutes sortes de petites choses à faire qui sont utiles. Bon, ça c'est la description classique de la maladie. Bon, je n'ai pas mis en détail tous les médicaments, on s'en fout, il faut juste comprendre qu'il y a la L-Dopa, des médicaments pour la renforcer, et puis des médicaments pour lutter contre ses effets secondaires. Quelques pistes d'avenir avec l'électrostimulation et d'autres essais qui sont faits actuellement avec des biothérapies, comme pour les autres maladies, mais qui ne sont pas extraordinaires pour l'instant. Alors, d'où ça vient cette maladie? Parce que là, pour l'instant, on constate, quoi. Hein. Alors, on sait maintenant de façon certaine, pendant longtemps, on a pensé que c'était une espèce de calamité, quoi. Hein. C'était pas de chance, quoi. Mais maintenant, on sait de façon certaine qu'on est dans les problèmes environnementaux. Ah oui, d'accord. On est dans des problèmes environnementaux. Un tiers des maladies, aujourd'hui, de façon avérée, un tiers des maladies viennent de facteurs environnementaux. Un tiers. Aujourd'hui, il y a eu la publication, je l'ai mis là dans mon ordinateur, il y a eu la publication d'un appel sur d'à peu près 150 organisations internationales, des associations, etc., sur les risques environnementaux et les femmes, parce que c'est la journée 8 mars, la journée des femmes qui ont des facteurs de risque sur l'ensemble des facteurs environnementaux plus importants que les hommes. Et donc on a dans tous les domaines des choses qu'on découvre en ce moment, parce qu'on y est plus sensible, parce qu'on a des méthodes pour calculer les prévalences, les incidences, et suivre les cohortes. Cohorte, c'est un groupe de malades qu'on suit pendant 5, 10, 15 ans pour voir ce qui se passe, qui sont beaucoup plus puissants qu'il y a quelques années, et on a des approches internationales sur à peu près tout. C'est comme ça qu'on se rend compte que les perturbateurs endocriniens, dont vous entendez parler en ce moment, sont des causes majeures de maladies dans nos pays, alors qu'il y a 5 ans, on n'en parlait pas du tout, quoi. Hein. Okay. Et donc, on commence à voir un peu ce qui se passe. Et donc, pour ce qui concerne notre sujet, c'est Parkinson, l'exposition aux pesticides, le fait d'être exposé aux pesticides, est un facteur qui augmente le risque de maladie de Parkinson. Si vous êtes exposé aux pesticides, vous avez plus de Parkinson. Donc ça, c'est sûr. Alors après, qui, quand, quoi, comment? Donc on a fait d'abord des études sur les agriculteurs qui étaient exposés aux pesticides par définition, puisqu'ils sont sur leur tracteur. Ils ont le truc là, avec les 2 grands bras, et puis ça, le vent va leur descendre. Donc chez les agriculteurs, on a retrouvé plus de maladies de Parkinson, significativement plus, c'est-à-dire 20 fois plus, pour ceux qui sont exposés aux insecticides organochlorés. Plusieurs sortes d'insecticides, c'est des organochlorés, je reviens après, que chez ceux qui ne sont pas exposés. Là, je parle des agriculteurs, celui qui conduit le tracteur. Hein. D'accord ? Donc, depuis 2012, il y a un décret qui est sorti qui a ajouté la maladie de Parkinson au tableau des maladies professionnelles de régime agricole. Le tableau des maladies professionnelles, ça cause à tout le monde. Donc les maladies professionnelles, il y en a beaucoup qui sont décrites. Hein, il y a la ténosynovite pour ceux qui bougent le mulot sur les tables avec les ordinateurs. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Et donc il faut être inscrit au tableau pour pouvoir être reconnu par la Sécu. Et donc cette maladie est reconnue. À votre avis, il y a combien de personnes qui en ont bénéficié depuis que c'est... Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Une dizaine, quoi. Donc il faut comprendre le chemin, quoi. Donc il faut se rendre compte qu'il y a un problème, il faut le montrer. Donc c'est l'INSERM qui l'a montré. L'INSERM, c'est un organisme officiel, hein, c'est pas une association, c'est pas rien, quoi. Après, il faut l'inscrire sur le tableau, d'accord. Puis après, une fois que c'est inscrit au tableau, il faut obtenir la reconnaissance. Tous ceux ici qui ont demandé une reconnaissance de cette maladie professionnelle savent que c'est très long, quoi. Il n'empêche, c'était important qu'il y ait cette reconnaissance officielle. Parce qu'avant ça, on en parlait, mais c'était comme ça. D'autant que celui qui conduit le tracteur, il a un risque, et celui qui passe à côté en vélo, il a un risque ou pas? Bah oui. Pareil. Bien sûr. Les riverains, et celui qui habite à côté. Pareil. Eh ben non, c'est bien pire. Oui, parce qu'ils en trouvent chez eux, on peut analyser leur poussière. Je ne sais pas si on a le temps, j'ai un autre PowerPoint, les chiffres sont effrayants. Quand vous habitez à côté d'une surface d'exploitation agricole qui est traitée
Alors, par avion, j'en parle pas, hein, parce que là, Ouais, il faut ça vaut pire. autant se suicider tout de suite. Quoi. Mais normalement, c'était supprimé, hein, les épandages par avion, mais il n'empêche, celui qui habite à côté de surfaces agricoles étendues a plus de pesticides dans sa maison qu'il y en a dehors. Nous en avons parlé hier à la télé sur les gens qui habitaient vers les vignes. Alors ça, c'est les vignes, parce qu'il y a un truc sur les vignes en ce moment, parce que les vignes, c'est 2% de la surface agricole, et c'est 20% des pesticides. D'accord ? Quand vous buvez du vin, vous avez 40 fois plus de pesticides que ce qui amènerait une eau à être interdite. 40 fois plus. Alors, ne buvez pas du vin, mais buvez du vin bio. Parce que pourquoi il y a du vin bio? C'est justement parce qu'il faut arrêter. Parce que boire du vin qui n'est pas bio, c'est prendre un risque majeur. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Hein. Et ces PowerPoint, je peux les diffuser sur Internet pour ceux qui veulent les consulter? Bien sûr, moi je suis pas du tout. D'accord, c'est parfait. Je vais faire engueuler, mais c'est pas Pas prendre de risques quand même. Donc 40 fois plus dans le vin en moyenne, le vin, y compris les bouteilles chères, hein, les bouteilles à 40-60 euros, là, que dans ce qui est autorisé pour l'eau. L'eau, si elle avait ces doses-là, on les foutrait, on interdirait. Ce serait pareil. Un morgon, il apparaît pareil. C'est pareil. Morgon, Volnay, tous, on peut citer tous les groupes. C'est bon, hein, c'est bon. Bah, mais c'est tellement bon que ça couvre le pesticide. C'est ça le problème. Mais il faut savoir que l'agriculture en met de plus en plus. Hein. C'est un des éléments, c'est une des raisons de leur problème. Ça coûte cher, donc il faut en remettre pour augmenter les productions. Et puis au final, vous n'êtes pas gagnant hein, en termes d'analyse. Et donc si vous prenez du bio par exemple, il faut regarder d'où il vient déjà. Ça existe du vin bio? Oui, ça existe. Oui. Il y a des étiquettes bio. Oui. Mais il faut regarder d'où il vient quand même. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à côté des parcelles. Oui, c'est tout ça traité. Ah oui, parce qu'il a longtemps. Comment on sait? Il faut connaître. Il faut aller sur place et visiter tous les vignobles. Non, mais c'est vrai que si c'est à côté. Mais je vous encourage à boire du vin bio. Est-ce qu'on peut trouver des sulfites dans le vin bio? Est-ce que ça a un rapport avec les pesticides ou pas du tout? Oui. Oui? Oui, on trouve de tout. D'accord. J'y viens là. Ok. Donc, reconnaissance officielle, ça c'est important, parce que souvent pour les maladies, on dit qu'il y a un lien avec l'environnement, on n'arrive pas bien à l'établir. Par exemple, pour les perturbateurs endocriniens en ce moment, il y a une contestation du fait que c'est dangereux. Alors qu'il y en a partout, il y en a dans absolument tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire et tout. Là, c'est établi. Alors, les familles de pesticides incriminés sont celles qui s'accumulent dans les corps gras comme le cerveau. Le cerveau, c'est gras, c'est une structure grasse, dans lequel il y a des lipides, et les composés chimiques vont plutôt là où il y a des lipides pour certains, et pas du tout pour d'autres. Et donc, les produits phytosanitaires organochlorés sont de ceux-là. Qui est-ce qui ici connaît les organochlorés? Il y en a bien qui connaît. Le savoir est dans la salle. Non? Bon. Alors, le risque est donc 2,4 fois plus élevé, pour l'instant, dans ce qu'on est capable de mesurer. Vous comprenez bien qu'on est au début, et qu'à mesure qu'on va affiner le repérage des personnes au début, le repérage du risque, l'analyse de ce risque, parce que ce qu'on dit sur le fait qu'à l'intérieur d'une maison, il y a plus de pesticides quand vous faites un épandage qu'à l'extérieur, c'est une notion qui est relativement nouvelle. C'est une notion qui a 2 ou 3 ans, qui maintenant est dans les documents officiels. Mais bon, donc tout ça, ça va continuer à bouger. Donc, alors, le facteur est en plus multiplié s'il y a plusieurs pesticides. Ça, c'est une constante, hein, toujours. Vous avez un facteur de risque, vous buvez par exemple, vous en rajoutez un deuxième, c'est le tabac, vous en rajoutez un troisième, vous regardez la télé le soir, donc là, vous avez un risque majeur de devenir un peu gaga. Puis à l'intérieur des maisons, tout ce qui est pour nettoyer, pour... ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, il y a ça. Mais là, moi, je parle des pesticides qui viennent de l'extérieur. Donc, si vous mélangez... Alors, j'ai dit que ceux qui regardaient la télé et TF1 le soir, personne n'a réagi. Là, je fais des bugs, personne ne rigole. Donc, plus il y a de facteurs de risque, plus on augmente. C'est synergique. Hein. C'est pas du tout 1 plus 1 égale 2. C'est 1 plus 1 égale 3. Alors, si on avance,
Ce qui était visé surtout, c'est le DDT. D'accord? Dichlorodiphényltrichloroéthane, que tout le monde connaît. D'accord? Tout le monde connaît ça? Largement utilisé. Il y en avait partout. Partout. Mais qui a été interdit. D'accord? Les solvants, tout ça. Comment? Les solvants, tout ça. Non, non. Le DDT, il était interdit. Et le Nadane qu'on connaît bien aussi, hein, il a été interdit en 98. D'accord? Et bien, ces produits qui sont mis en cause, d'accord? Bon, indépendamment du fait que les gens qui ont été malades l'avaient utilisé, c'est qu'on en a encore partout. C'est plus utilisé, plus produit depuis, ça fait 20 ans, 15-20 ans. Il y en a partout. Il y en a dans l'eau, il y en a dans la terre, il y en a partout. Oui, les charbons qui sont installés dans les bâtiments, qui ont été traités au Nadane, je dis, je veux bien penser mon ancien charbon, c'est une catastrophe, hein, parce que celui qui ne se protège pas, ça serait la catastrophe pour les poumons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charbon qui ont été traités là-bas. Ouais. De toute façon, si vous faites une analyse de sol ou d'eau, il y a du lindane partout. Hein. Dans notre région, il y en a partout. Donc on en absorbe. Et donc c'est... Ah, ça n'a pas tourné. Donc ces produits, ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Ça cause à tout le monde la chaîne alimentaire. Hein. C'est bon, la terre, l'eau, les petites bêtes qui se nourrissent dedans, qui sont mangées par des plus grosses bêtes, puis par des plus grosses bêtes, puis par nous. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la chaîne alimentaire qui prend le produit, il le concentre. Il le concentre, et nous on arrive au bout, et hop, on mange, on dit on le concentre. Et donc on se retrouve avec une contamination résiduelle de la population générale qui est extrêmement importante. À peu près tout le monde est exposé. Les députés européens à un moment avaient fait une étude qui s'appelait REACH, R-E-A-C-H, dans laquelle on avait mesuré dans leur sang ce qu'il y avait comme produits chimiques éventuels. Donc, tous les députés européens avaient accepté de se prêter au jeu, et donc le sang avait été analysé. On a trouvé des dizaines et des dizaines de produits chimiques dans le sang de tous ces gens-là, auxquels ils étaient exposés en permanence. C'est-à-dire que ça reste à l'intérieur de l'organisme. Et donc ça continue à produire ses effets. En ayant en plus plusieurs produits. Donc on voit que s'il y a plusieurs produits, ça concentre. Donc vous avez peut-être tous ici des produits chimiques à l'intérieur de votre organisme qui produisent de la dégradation un petit peu tous les jours. D'accord. Comme les casseroles d'une grande marque. Pareil. Donc ça, on le retrouve par exemple sur un élément important qui est la procréation, c'est-à-dire la capacité d'un homme et d'une femme à faire un enfant, qui baisse régulièrement. Faire un enfant normal, ça baisse encore plus vite. Ouais, d'accord. Il y a un vrai risque de ce côté-là sur l'ensemble de la planète à cause des produits qui sont utilisés aujourd'hui de façon extrêmement large et qui s'accumulent dans le sol, dans l'eau, dans l'air, puis dans la chaîne alimentaire, puis à l'intérieur de l'organisme. D'accord ? Par exemple, des personnes, excusez-moi, des personnes à Peugeot qui utilisent des produits pour la peinture, les carrosseries et tout ça, est-ce que ces gens-là sont impactés aussi? Oui. Oui, bien sûr. Ils ont une prime. Hein. Non, je plaisante pas. La médecine du travail, est-ce que par rapport à ça, elle a constaté Qui est-ce qui paye la médecine du travail? Oui. Donc ils constatent, mais avec retard toujours. Mais non, mais la prime, je sais pas, pour l'exposition au solvant, c'est 20 €, je crois, non? C'est 15, non? Trichloréthylène, des choses comme ça? Non, mais quand tu es dans les cabines de peinture chez Peugeot, il y a une prime, hein, non? Quand j'étais à Alstom, c'était la prime pour la salubrité pour l'amiante. Ah oui. La prime amiante, oui, mais ça c'est pour les freins, tout ça. Ouais. Et il y a des primes des expositions, mais c'est dérisoire. Hein. Il y a une prime pour réussir ça s'en fait. Alors, ce qui est intéressant là, à ce moment-là, c'est que, vous voyez, on part d'une maladie qui est décrite, subie, depuis les Égyptiens, donc on la décrit de mieux en mieux. On voit, on essaye de corriger les effets. On regarde, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de produits qui viennent expliquer ce qu'on n'est pas capable d'expliquer, parce qu'on ne sait pas pourquoi les cellules qui fabriquent de la dopamine meurent aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. On constate qu'il y a ce phénomène avec les pesticides. On avance. On constate que c'est en France, mais c'est aussi ailleurs, etc. Donc ça devient une réalité scientifique. Parce que les trucs qui se produisent qu'en France, ce n'est pas une réalité scientifique. Hein.
Mais bon, là, ça devient une réalité scientifique. On constate qu'il y a beaucoup de produits résiduels dans la chaîne alimentaire, donc qui viennent se mettre par petites doses dans le corps de chaque être humain, chacun d'entre nous. Et donc, on commence à aborder le sujet de l'exposition à de faibles doses, parce que là, on était sur le type sur son tracteur, d'accord? Il prenait le vent qui revenait, quoi. Mais là, on est sur une exposition longtemps à faible dose, donc un peu différente. Hein. C'est une notion qui avance. Ce qui fait que si on refait ce cours dans 1 an ou 2, les choses ne seront pas forcément pareilles. Dans 5 ans, ce sera complètement différent. Alors, donc là, on revient pour bien préciser que les organochlorés vont se mettre dans les tissus adipeux, là où il y a du gras, quoi. Et qu'on en consomme tous. Ça rentre tous à l'intérieur de l'organisme. Et après, ça ressort dans les urines, mais aussi dans le lait maternel. Si vous analysez le lait maternel, il y a plein de choses comme ça dedans. Tout ce qui est dans la mère revient dans le lait. Et que ça passe la barrière placentaire. La barrière placentaire, c'est-à-dire le bébé il est dans le placenta, et on estime que le placenta c'est un filtre qui empêche un certain nombre de choses de venir. C'est pour ça qu'il y a des médicaments qu'on peut donner aux femmes enceintes qui ne mettent pas en cause le bébé, parce que ça ne passe pas la barrière placentaire, puis d'autres qu'on ne peut pas donner. Et là, de la même façon, les insecticides, ils passent, quoi. Et donc, c'est pour ça que ça impacte sur la procréation et les générations futures. C'est-à-dire, le bébé, il n'est pas encore né, que déjà, il a un facteur de risque. Puis en faisant des analyses d'urine, là, c'est pas possible d'avoir des marqueurs par rapport à cette maladie? Pas aujourd'hui. Là, ce que je dis là, c'est qu'on retrouve des résidus de pesticides partout. Mais on les retrouve, c'est des analyses qui sont très difficiles à faire, c'est pas des analyses courantes, hein, on n'est pas encore là. Non, pour l'instant, on n'a pas de marqueurs spécifiques qui puissent nous permettre de dire, comme pour le diabète, je prends du sang, je mesure le sucre et je sais que vous avez un diabète. Donc Parkinson, on ne sait pas. C'est un ensemble de signes, puis après quelques examens complémentaires, notamment de l'imagerie, qui permettent d'avancer. On voit l'imagerie. Oui, mais quand c'est constitué. Le problème de l'imagerie, c'est que vous voyez les choses qui sont constituées. Avant, on n'a pas d'éléments prédictifs. Quoi. Il n'y a pas de famille de Parkinson, on ne m'avait pas posé la question. C'était génétique. Pas de famille de Parkinson. Mais après, la même exposition peut aboutir au même résultat. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une personne par exemple qui a la maladie andine, est-ce qu'il peut contracter la maladie de Parkinson? Oui. Il faut avoir la grippe et se casser la jambe. C'est tout à fait possible. Il n'y en a pas un qui est facteur favorisant de l'autre, mais on peut très bien avoir les deux. Enfin là, faut jeter un billet de loterie quand même. Oui. Pas de chance quoi. Ouais. Pas de chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'hérédité dans la maladie par rapport à... Non. Non, mais c'est les mêmes conditions de vie peuvent aboutir aux mêmes choses, mais il n'y a pas de facteur héréditaire. Non, on est sur du facteur environnemental. Là, on est sur un tiers des maladies qui sont dues à l'environnement, on va augmenter sans arrêt. Les maladies qui sont liées à l'hérédité, c'est 5% aujourd'hui. On avait expliqué ça dans le code génétique. Et les hommes politiques qui ont fait les études de sang, là, qui trouvent des produits, comment ils ont réagi? Ils se sont dit qu'il fallait mieux protéger les salles où ils se réunissent. Et je rigole pas. Ils se nourrissent quand même. Et je rigole pas. Ils font des bons repas, ils ne mangent pas toujours dur. Ils peuvent même augmenter. Je sais pas. Ils se sont mis des fois au lait, au vin non bio des fois. Hein. Oui, ils aiment bien boire. Ils mangent salé, alors ils boivent beaucoup. Les hommes politiques ne sont pas parfaits. Hein. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais je le dirais pareil. Monsieur Batlog a été conseiller général et puis il a créé plein d'associations sur Vesoul. Ah oui, je connais Guy. C'est Monsieur Association de Vesoul. Mais après, bon, c'est pas Guy Batlog qui est en situation de décider de choses sur ce sujet. Peut-être à l'époque, si. Non, pas de décider. Ils sont bien depuis 5 ans. Voilà.
toute façon, c'est vous qui décidez, hein. C'est pour ça qu'on fait ces cours. Hein. C'est vous les citoyens, et nous, on doit vous apporter des éléments de réponse. Ce que je vous apporte là, ce n'est pas des opinions, hein. Ça, c'est des faits établis. Après, je peux vous donner des opinions. Est-ce qu'avec des plantes, on ne peut pas apporter une certaine amélioration? Non, ça n'a pas été prouvé. Hein. Alors, c'est toujours pareil, hein, dans ce genre de c'est comme le cholestérol qui est amélioré par la pomme et le calvados. Hein, alors, il y a des études des études très sérieuses, poussées pendant longtemps, qui ont montré qu'a priori, le café et le tabac protégeraient du Parkinson. C'est-à-dire que les gens qui en boivent beaucoup, le café et le tabac... oui, parce que j'ai pas de nicotine. Mais... pardon? J'ai pas de nicotine. Vous soignez le Parkinson? Je sais pas, c'est pas la vie. On a dit ça, bon, on dit beaucoup de choses. Hein. Après, j'ai insisté tout à l'heure sur prévalence et incidence. Après, on pourrait insister sur la puissance d'un essai, d'une étude. La puissance, c'est un terme statistique. Hein. Parce qu'on vous annonce des fois des choses à la télé. Là. Vous allez ouvrir la télé, vous allez avoir les infos, on vous annonce un truc. Il faut tout de suite regarder combien de personnes étaient concernées par l'étude en question. Quoi. Parce que des fois, il y en a 20. Quoi, hein. Donc c'est un truc, ça n'a pas de puissance. Quoi. Pour que ce soit puissant, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population auquel ça s'adresse. C'est pour ça qu'on vous annonce des tas de choses tout le temps. Et puis il faut continuer pour avoir des effectifs suffisants pour voir. C'est aussi pour ça, c'est l'histoire du problème de l'essai clinique à Rennes. Quand vous faites des essais cliniques sur des médicaments, vous les faites phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Quand vous sortez le médicament, il a été fait sur quelques milliers de personnes, pas plus. Et quand vous le distribuez à 100 000 ou 1 million de personnes, là vous découvrez que ça ne va pas du tout. C'est même très dangereux, ce qui s'est passé pour le Célébrex, pour ceux qui connaissent. C'était un cox qui tuait les gens. D'accord, les études avaient montré qu'il n'y avait pas de problème. Et quand vous augmentez le nombre, vous augmentez le tout petit pourcentage qui va avoir des problèmes. C'est pas le risque qu'on augmente, c'est que statistiquement, quand vous êtes sur un échantillon de 20, on dit que ça va pour toute la planète, vous êtes loin quoi. Hein. Vous êtes sur un échantillon de 2000, c'est encore loin, etc., etc. Chaque fois que vous augmentez l'échantillon, vous augmentez la puissance de l'étude, qu'elle était rigoureuse, et on découvre des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on a menti d'ailleurs, hein. Ça veut juste dire que la puissance est importante. Mais faire une annonce, c'est pour ça que quand vous lisez une étude, il faut lire 3 choses, c'est l'introduction, c'est-à-dire ce qui a été cherché, le nombre de cas et la conclusion. Et moi je fais ça toute la journée, hein. C'est chaque fois que je vois un truc, je le lis en diagonale comme ça, et en général la conclusion n'a rien à voir avec l'étude. Hein. D'abord, elle est annoncée, puis ça passe dans les médias, et puis tout le monde est content de passer dans les médias. Donc on n'est qu'au début de la connaissance de ce qui se passe avec ces insecticides, pesticides, etc., tout ça, quoi. On a déversé abondamment, et qui de toute façon vont rester. On a eu ça, par exemple, avec la chlordécone dans les Antilles. Je ne sais pas si ça cause à tout le monde, la chlordécone, c'est un produit qui était utilisé pour la banane, enfin, contre les maladies de la banane, qui a été déversé dans des proportions considérables pour que les bananes ne pourrissent pas, pour qu'elles mûrissent plus vite, pour qu'il y en ait plus, etc. Donc faire de la thune, quoi, tout simplement. Et avant qu'on accepte l'idée que ça avait rendu des gens malades, il a fallu un temps extraordinaire, quoi. Il fallait que les équilibres économiques, les secteurs économiques, fassent qu'ils puissent accepter cette idée-là. Sauf qu'aujourd'hui, vous en avez dans l'eau et dans la terre partout, donc dans toute la chaîne alimentaire, et il y en a pour... des centaines d'années. Hein. On va changer la Terre. Quoi. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tout ce qui est produit, de toute façon, il est distribué, balancé au vent et tout. Quoi. Et, oui. Et pourquoi alors spécialement les organochlorés sont visés? Parce qu'ils sont lipophiles. Donc ils aiment bien le gras. Que ceux qui mangent la cervelle savent que c'est gras. Quoi. Donc ils vont se fixer là où il y a du gras. Ils se fixent là et ils agissent à côté. On ne sait pas comment ils agissent à côté. On sait qu'ils vont se fixer sur... Ils sont lipophiles, c'est le mot. Hein. Et ils vont se fixer sur le gras. Est-ce que les personnes obèses ou ont plus de réserve de ces produits-là? On est en bon si se terme, fixe sur le gras. Si ça se fixe sur le gras, est-ce que le maigre est mieux protégé? En un mois, oui.
Je vous ai dit que la formule normale, c'était la mienne. Donc voilà, donc, tous ceux qui sont juste dans la moyenne comme moi, non, ça c'est autre chose. Ça c'est du gras en excès, qui vient protéger l'ensemble de l'organisme et nous rendre plus doux quand quelqu'un veut poser sa tête. Ce qui n'a rien à voir avec la composition de chaque... Du tissu. Du tissu. Et ceux qui mangent de la cervelle, par exemple, savent que c'est gras comme produit. Ouais. Du gras, vous n'en mangez pas. Tout le monde n'aime pas. Mais enfin, ceux qui aiment savent que c'est gras. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des tissus avec beaucoup de lipides. Excusez-moi, monsieur, oui. Quand on étudie les produits phytosanitaires, je suis déjà allé plusieurs fois en stage là-dessus, on nous précise bien qu'ils attaquent le cerveau et le système nerveux des animaux. Hein. Ouais. C'est une mode d'action, c'est pas quelque chose qui brûle ou autre. Hein. Ouais. C'est très très technique. Hein. Alors là, donc ça rentre, ça se fixe sur les lipides, ça reste à proximité des neurones et ça détruit progressivement les neurones avec des mécanismes différents. Il y a plusieurs types de produits qui ont des effets. Par exemple, les cancers de la vessie sont des cancers liés aux pesticides. Certains pesticides, notamment ceux, pour beaucoup, qui sont utilisés dans les vignobles, par exemple. Le cancer de la vessie, c'est quasiment sûr maintenant à 80%. Quoi. Il y a plein de choses qui sont connues pour des produits qui continuent à être vendus. Vous avez vu ce qui se passe avec le Roundup, là. D'accord. Donc le Roundup, maintenant, alors moi j'ai mis du Roundup chez moi, parce qu'à l'époque on me disait que c'était mieux que le Clorac. Moi j'écoute, hein, on me dit c'est mieux que le Clorac. J'ai acheté un diesel parce qu'on m'a dit que c'était mieux que l'autre, etc. Voilà. Et donc le Roundup, maintenant on sait que le glycophosphate c'est un produit qui est dangereux et qui provoque des maladies. Donc la France l'a interdit, et sous la pression des lobbies qui sont très actifs, elle vient d'être réintroduite par l'Europe hier, je crois. Hein. Après, il y a aussi les consommateurs qui doivent... Parce que si vous n'utilisez pas le Roundup ni le chlorate de soude, vous utilisez quoi? Parce que moi j'ai posé la question dans un truc comme ça. Le manuel. La binette. Oui, le manuel. Et pour certains, ils y vont au chalumeau aussi. Le chalumeau, ça va bien. Sauf que ça stérilise la terre. C'est ce que vous diront les écolos, ça stérilise un peu. Ce qui va là. bien aussi, c'est la bouillie de feuilles de ruban. Oui. Ça va bien. C'est acide. Ça, c'est un netto. Hein. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Hein. C'est des trucs... Bon, ça veut dire que chacun a une marge de manœuvre dans ce qu'il fait lui par rapport à ça. Quand on dit pesticides, c'est pas que mettre en cause les derniers agriculteurs qui restent. Quoi. On est tous utilisateurs plus ou moins de ce genre de produits. Oui. On est tous exposés à la même difficulté de comprendre l'information, qui est quand même fluctuante. Hein. L'histoire du Roundup, c'est saisissant quand même. Hein. Interdit le chlorate, mais ce mot Roundup, on vous dit que c'est dangereux. C'est qui produit le Roundup? C'est Monsanto? Monsanto, oui. Enfin, à peu près tous les trucs pourris, c'est Monsanto. Hein. Oui. Ça met plein les poches quand même. Comment? Ça met plein les poches quand même. Enfin, ah oui, c'est pourri ça. Mais après, ils font aussi ce qu'on les laisse faire. Hein. Oui. Et puis, voilà. C'est à nous de plus acheter et puis c'est tout. Oui, mais il faut comprendre. Oui. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse avancer d'abord sur les études pour avoir des choses solides. Il ne suffit pas d'être dénonciateur, hein. Il faut que les choses soient avérées, puis après il faut diffuser l'information, le savoir, c'est ce qu'on fait là. Est-ce qu'il y a des méthodes pour nettoyer en partie le corps de ces cochonneries? Non. Alors comment vivre avec? Quand c'est dans les lipides du cerveau, on ne peut rien faire. Hein. Il y a une façon de vivre avec? Ou pas du tout? Ben, c'est ce qu'on fait là. Hein. C'est ce qu'on fait nous, on a tous des produits chimiques dans le corps, et puis voilà, on avance. Je veux dire, un mode de vie particulier qui fait qu'on pourrait tolérer éventuellement. Non, mais après, il y a des susceptibilité personnelles, et puis après, il y a les facteurs de risque croisés. Là, par exemple, on dit que le tabac, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le tabac et le café protègent, c'est ce qu'on dit. Bon, après, ça expose à d'autres choses. Hein. Ça expose à d'autres choses. Mais bon, on n'a pas aujourd'hui de vérité scientifique. Ce qui est sûr, c'est que tous les excès, c'est dangereux, tous, quels qu'ils soient. Ça, c'est fondamental. Par rapport aux douleurs, c'est quoi? C'est un genre de quoi? De fibromyalgie, c'est quoi? Alors, le mécanisme de la douleur, de la fibromyalgie, pardon, n'est pas bien connu. Hein. Oui. On constate que les gens ont mal, mais on ne sait pas bien pourquoi. Hein. Alors, c'est pareil, il a fallu, je sais pas, 30 ans pour qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui avaient mal sans qu'on sache pourquoi.
pas été simple, quoi. Comme il y en avait pas mal et qui se sont organisés. C'est important que les associations existent et que les malades s'organisent hein, pour être reconnus, c'est fondamental, ça doit exister. Mais les mécanismes, on ne le connaît pas bien. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Par rapport aux aidants, c'est plus facile d'aider un Parkinson qu'un Alzheimer. Alors. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est difficile dans les deux cas. Dans les deux cas, je pense que c'est difficile. En plus, quand ça approche, qu'on voit se dégrader, je pense que c'est difficile. Ouais. Moi, je le vois comme Parkinson, il se voit se dégrader. Celui qu'Alzheimer, à un moment, il s'en rend pas compte. Quand on a approche, qu'on voit se dégrader, c'est quand même difficile. Pour la famille, c'est dur. Mais bon, comme Alzheimer, hein, qui repose aujourd'hui dans notre pays sur les aidants pour la prise en charge des gens, Parkinson, c'est pareil. Hein. C'est la famille. Et quand le conjoint ou la conjointe ne peut plus relever les gens la nuit, c'est là où le problème se pose. Parce que le truc majeur, c'est se casser la gueule la nuit. Quoi. Et puis c'est un niveau, c'est quoi rien. Moi, je suis souvent, j'étais de garde la nuit dernière, mais moi je suis souvent appelé pour des trucs comme ça. Vous appelez qui? Ah oui? On appelle le médecin, là, systématique. Ah oui, il ne veut pas venir, on appelle les pompiers. Les pompiers, ils prennent les gens, ils les emmènent. Hein. Ils n'ont pas le droit de les relever, de les mettre dans le... Alors, si vous avez un voisin compliant, ça va. Mais au bout d'un moment, les voisins, soit ils vieillissent, soit ils sont plus compliants. Bon. Non, pour les aidants, c'est très difficile. Quelqu'un peut refuser de partir, un malade peut refuser de partir avec les pompiers. Il peut essayer, oui. Non, de toute façon, on est des applis de liberté hein, et de droit, donc on peut toujours dire non. Il faut être déterminé quand même. Hein, parce que je sais pas, il y en a sûrement ici qui ont eu l'expérience. Ils viennent, ils vous prennent, ils vous emmènent, puis ils vous emmènent à Vesoul. Le schéma départemental d'une personne malade en Haute-Saône, il est aux urgences à Vesoul, puis après il va à Lure, au Luxeuil, en soins de suite, si je peux dire, ou en... C'est en moyen séjour. Déjà. Oui. Déjà. C'est spécialisé, Lure, Luxeuil, pour les personnes âgées? Il y en a un plus pour quelque chose, et puis non. Non, il faut qu'ils vident les lits, c'est tout. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc il faut au maximum envoyer les gens chez eux. Non mais vous voyez, mais... C'est ça. Oui, mais c'est ça. Sur Alzheimer, on avait regardé le nombre de places. Je vous rappelle qu'il y avait 2 places pour je ne sais plus combien en zone et 7 en territoire de Belfort, par exemple. Il y a d'énormes disparités départementales. Il me semble que le Grand Mont, là, qu'ils ont fait le seuil, il me semble quand même qu'il y a quelques chambres pour Alzheimer. Oui, bien sûr, il y en a partout. Ça permet d'obtenir un budget supplémentaire. On est très très en dessous des besoins. Oui, tout à fait. Bon, sachant que les gens de toute façon souhaitent rester à domicile, ce qui est légitime, qu'on peut mieux organiser les choses à domicile, ce qui n'est pas le cas, qu'on peut mieux prendre en charge les aidants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un des grands domaines d'aide aux aidants pour les maladies type Parkinson, Alzheimer, etc., c'est les lits de répit, c'est-à-dire pouvoir mettre les gens un week-end, une semaine dans un établissement et souffler un coup. Parce que ce qui est dur pour un aidant, c'est d'être tous les jours, 3 heures par an. Vous ne pouvez même pas aller faire des courses parce que l'autre, soit il se barre parce que c'est un Alzheimer, il se perd, soit c'est un Parkinson et il tombe. Alors il fait tomber la casserole et puis c'est pliant. Donc vous ne videz plus en fait. C'est toujours lui qui vit. Donc les lits de répit c'est fondamental et ça c'est très très bon. C'est momentané mais ça soulage un peu. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et ça, on est très en retrait de ce qu'il faudrait faire. Je sais pas, là j'ai vu qu'ils voulaient refaire un nouveau collège très cher. C'était plus intelligent de refaire une organisation pour les personnes qui peuvent vivre chez elles plutôt que ça. Mais ça c'est une opinion, hein. C'est pas un fait que je vous donne. Chacun son opinion. Donc, vous, en tant que médecin, si vous suspectez un Parkinson, vous l'envoyez chez le neurologue. Oui. Pour confirmer le diagnostic. Oui, en fait, nous, on se fait une suspicion, puis on regarde. Après, on traite, hein, moi je traite, pour confirmer le diagnostic, de toute façon, il vaut mieux être 2, parce qu'à 2, on est plus intelligent qu'à 1. Et comme ce n'est pas des nouvelles très agréables à donner aux gens, il vaut mieux être sûr avant de balancer les choses.
Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bon retour ici. Merci. Dites-nous, madame. Vous parlerez de la douleur tout à l'heure de la maladie de Parkinson ou pas? Pas spécifiquement, non? Vous voulez que je dise quoi? Eh bien, parce que moi, quand je dis que j'ai mal partout, parce que j'ai la maladie de Parkinson, Ouais. on me compte qu'on ne connaît pas la douleur. Alors moi, c'est pénible pour moi. Ouais. Ben, je réponds pareil. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas mal. C'est-à-dire que ce n'est pas décrit dans les symptômes. Ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'est la description classique qu'on trouve partout. D'accord ? Qui a un peu bougé quand même, hein, puisqu'on a rajouté la dépression, on a rajouté des troubles neurologiques centraux, etc. Progressivement, on rajoute un certain nombre de choses, parce que ce n'est pas des domaines figés, des domaines où on progresse. La douleur n'est pas reconnue comme un symptôme spécifique, électif, de la maladie de Parkinson. Ça serait même l'approche rationnelle, serait même de dire le contraire, c'est-à-dire dire qu'on est raide, on a des mouvements akinétiques, mais on a pas mal. Mais après, ce qui compte en vrai, c'est ce que vous ressentez. Hein. Ah ouais, ça, c'est la réalité, c'est ce que vous ressentez. Ah oui. Mais le fait qu'on ne sache pas le décrire et dire pourquoi c'est fait, parce qu'on ne sait pas non plus pour le reste. Hein. Je vous l'ai dit très honnêtement, on ne sait pas d'où ça vient, hein. On constate. C'est que du constat. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas d'où vient un truc qu'on doit vous dire que ça n'existe pas. Quoi, hein. Vous êtes une impiquineuse. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Non, mais bon, c'est difficile à doser les médicaments et tout ça. Ouais. De toute façon, dans cette maladie, les médicaments sont très difficiles à doser. Hein. Et quand on met de la dopamine, on commence par mettre, on met une dose, une autre, on bouge, quoi. Alors, je ne l'ai pas dit ça, mais quand vous mettez en route le traitement, vous avez une phase d'amélioration, enfin de stabilisation des symptômes qui sont les plus gênants. Puis après, ça ne marche plus, ou c'est pas bien toléré. Donc on rajoute un truc pour que ça marche un peu mieux, ou pour que ce soit mieux toléré. Et après, on a des grands moments où tout va bien, qui peuvent être un jour, un mois, 6 mois, un an. Puis d'un seul coup, avec les mêmes doses, ça ne va plus du tout. Et on ne sait pas pourquoi. C'est plus équilibré du tout. Alors on bouge, ça ne va pas mieux, quoi. Puis hop, ça revient après. C'est des phénomènes on-off. Hein. Ça marche pas, quoi. Qui sont très variables dans l'évolution dans le temps. Et très déprimants, parce que... Oui. Comment faire, quoi. C'est difficile à gérer, en fait. Ah oui, on n'a pas de certitude du tout. Il n'y a pas de choses. Il y a très peu de gens qui sont complètement établis avec un traitement et qu'on ne bouge plus. Hein. Un peu. Ça continue à évoluer. Donc après, les symptômes peuvent être multifactoriels, mais j'ai cité la constipation parce que c'est classiquement ce qu'on cite depuis Monsieur Parkinson, depuis qu'il l'a décrit, parce qu'il l'avait décrit tout au début. Il y a d'autres signes de ce genre, on ne sait pas pourquoi. Mais les gens, ils ont ça. Voilà. Donc il y a plein de choses, on ne sait pas. Il faut le dire, c'est difficile pour nous, on sait tout. Donc dire aux gens qui sont en face de nous, on ne sait pas. Et puis il y a peut-être des symptômes qui sont différents sur une personne à une autre. Ah oui, c'est très variable. Voilà. C'est variable. Pas facile à détecter. Il n'y a pas de symptômes spécifiques. Des tremblements, par exemple, qui sont quand même décrits par tout le monde, quoi, ne sont présents que dans 2/3 des cas, et pas au début. Pas toujours au début. Et quand vous avez des tremblements non parkinsoniens, qui eux ne réagissent pas à l'aide de dopa et n'ont rien à voir avec la dopa, ça vient compliquer les choses. Quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre à 2 ou 3 pour faire le diagnostic et être sûr. C'est des gens qui tremblent, vous en voyez beaucoup quand même. Oui. Et il n'y a pas que les picoleurs. Hein. Non, non. Oui, non, je ne conteste pas. Mais il faut boire du bio, voilà, c'est ça. C'est le message de ce soir, buvez du bio. Même dans le bio, des fois, ils retrouvent des pesticides. Oui, mais il faut savoir d'où il vient, c'est ce que je voulais dire. Quoi. Je sais que la dernière fois, j'avais fait une étude sur des aliments, comme quoi il restait encore une quinzaine de pesticides, contrairement à des animaux normaux. Tout dépend à quel endroit c'est. Parce que l'eau, de toute façon, vient du sol. Hein. Donc s'il y a à côté des pesticides, ça repasse, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Ah oui. Et le vent, il ne va pas s'arrêter à la côte. On a connu le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, mais depuis, ça ne s'est pas reproduit. Hein. C'est un miracle. Puis on a mangé les champignons, ça n'a pas rangé les choses. On parle beaucoup du nucléaire en ce moment. Hein. Surtout les Suisses et puis les Allemands. Oui. Les Suisses et les Allemands, ils ont une augmentation du nombre de leucémies chez eux. Ouais. Inexplicable autrement. Et ils n'ont pas de centrale, quoi. Donc ça les ennuie un peu qu'on ait une centrale chez nous et puis que les gens soient malades chez eux, quoi. Ouais.
D'autant qu'eux font l'effort de ne pas en avoir. Voilà. Est-ce Donc que le c'est- fait... Ils ont du charbon. Oui, ils ont du charbon qui donne d'autres maladies. Hein. Oui, qui donne de Ah, le charbon de bois, c'est... Ça donne d'autres maladies, ça fait de l'effet de serre, etc. Est-ce que le fait de cuisiner des aliments qui viennent du jardin, de les monter en température, est-ce que ça détruit plus que de manger des crudités? Alors, la crudité, vous avez la totalité. Ben hein, voilà. dedans, Mais est-ce sûr. que de chauffer... Après, est-ce bah, que quand, ça- quand vous les faites cuire, par exemple, il faut lever. Là, ça dépend dans quoi vous les faites cuire, parce qu'il y a des casseroles dégueulasses quand même. Il y a des casseroles où il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a plein de produits chimiques. Hein. Oui, qu'on ne sait pas. Hein. Ah oui, la matière. surfaces oui. adhérentes. La matière, oui. Ah, j'ai pas dit que vos casseroles étaient sales, madame. Non, mais c'est la matière, le C'est la problème. surface de Matière, plomb. ah bah, Vous les avez soigneusement lavés avec une brosse métallique et avec des produits chimiques. Donc, mais si vous levez le couvercle, vous faites partir des choses quand même. Hein. D'accord. Pas tout, mais vous faites partir des Voilà. choses. Donc l'étouffé, par exemple, ça garde tout. Oui. Oui, quelque Est-ce chose que- qu'on laisse à Mais on ne sait pas, température. la chaleur ne dégrade pas ces produits. Hein, ces produits restent. D'accord. Mais si vous l'ouvrez, la vapeur s'en va et emmène des choses. Hein. D'accord. Oui, oui. Il faut privilégier l'inox. Non. Ah, ça, je ne sais pas Oui. répondre. Moi, je Oui. moi, C'est la personnellement, matière la oui. plus noble je pour pense qu'il faudrait mettre que cuisiner. de la terre ou des choses comme ça. Ah non, mais il faut voir tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Ah, bah, c'est les vêtements qu'ils mettent, je ne sais pas comment. Ouh là là, oui. Ouais. Il faudrait beaucoup... Déjà, ils ont tous du solvant. Hein, quand Oui, vous c'est achetez. c'est chimique. Hein. Le truc rouge, quand Tout il ce qui Ça, est... on a Seb et puis On dit je sais c'est plus qui, cuit. je sais pas C'est du moi. téflon, hein, donc c'est quand même un produit Ah oui, il y a des gens chimique. qui y Hein. travaillent, hein, ils mettent du C'est solvant chimique, hein. là-dessus. Hein. En son armement connu, Quand ça sort, il y a du solvant, avant que le solvant soit parti de la surface de la poêle ou de la cocotte, il y a du temps. Hein. Il reste un moment. Hein. Bon, puis quand ils sont bons, ils vont dans l'eau de la rivière et puis on le reprend dans l'eau de boisson. C'est rien de perdu. Là. Un circuit fermé, on appelle ça. Voilà. Circuit court. Non, mais pour le bio, il faut savoir d'où ça vient. Quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des agriculteurs. Saône. Comment? Il y en a du vin bio en Saône à Huchier, Serge Ballot. Ouais. Mais pas que le vin, mais les produits à côté. Il faut savoir où Les c'est produits, produit, oui. ce qu'il y a à côté. Il y a des gens sérieux hein, dans ce domaine-là. Il y a des gens qui font des efforts. Hein. Oui, il y a l'étiquette AB, au moins, quand même. L'étiquette biologique. L'étiquette ne suffit pas. Mais... Oui. Non, non, C'est ça suffit pas, mais faut connaître si on les- connaît la personne, voilà quoi. Mais bon, quand vous faites Moi, des j'en légumes connais dans qui votre font jardin, ça. qui ici, j'ai mis des petites graines blanches, là. Des nitrates. Personne? Non. Tout le monde en a mis, ce que vous me racontez. Même moi, j'en ai